Bonjour et bienvenue sur CLTV dans notre émission Des entreprises et des hommes. Lorsque l'on parle d'assurance, on a souvent l'impression de faire référence à une vieille dame, tant le sujet est bien connu et intégré dans la société. Depuis longtemps déjà, l'assurance apparaît comme une évidence qui accompagne notre quotidien dans la vie de tous les jours, de la naissance jusqu'à la mort. Mais l'assurance est-elle vraiment une évidence, partout et en tout temps ? Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de micro-assurance ? De quoi s'agit-il exactement ? Plus globalement, à quels défis l'assurance doit faire face aujourd'hui ? Pour en parler, nous avons rencontré deux experts du monde de l'assurance, Arnaud Boutseul et Marc Nabet. Arnaud Boutseul est secrétaire général de l'Institut MIR, un institut de recherche appliqué au secteur de la micro-assurance. Il est également le directeur associé de la société MIR Service. Marc Nabet est consultant au sein du cabinet de conseil Columbus Consulting. Il est également chercheur associé à l'Institut Thomas More, secrétaire général d'Entrepreneurs pour la Cité et conseiller scientifique de l'Institut MIR. Bonjour et merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à notre émission pour parler d'un sujet, l'assurance, souvent absent des questions de société et pourtant fondamental dans la construction des sociétés humaines. La première question que j'ai envie de vous poser, et je m'adresse à vous Marc Nabet, est la suivante. Quel est le contexte de l'assurance dans le monde aujourd'hui et comment cela se traduit-il en termes de protection sociale ? L'assurance, actuellement, on assiste à un clivage qui est toujours présent entre les pays du Nord et les pays du Sud, puisque 85% des cotisations mondiales sont payées environ par 20% de la population mondiale, qui est celle des pays riches, c'est-à-dire, ou dits riches, qui est l'Europe de l'Ouest, qui est l'Amérique du Nord, le Japon, l'Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Donc ça se traduit simplement par le fait que, alors que chez nous on a 94% des Français qui ont une complémentaire santé, dans les pays du Sud c'est environ 5 à 10% des populations, y compris parmi les pays émergents, les pays en fort rattrapage économique et géopolitique, qui eux sont assurés, donc 5 à 10%, 15% maximum, ce qui veut dire que pour 85% d'entre eux, on a l'habitude de vivre sans protection sociale et sans assurance, sans couverture des risques. Donc c'est une première donnée macro, je dirais, qu'il faut avoir en tête pour bien aborder la problématique des gestions du risque dans les pays du Sud et la comparaison avec les pays du Nord. Et que nous dit l'analyse historique par rapport à la gestion des risques ? Comment la gestion des risques à travers les âges a-t-elle participé à structurer les sociétés ? Probablement l'assurance, ou du moins la protection contre les risques, existe depuis les premiers hommes, puisque la question de se protéger contre les risques est une dimension anthropologique également, et les animaux en ont. Par contre, ce que l'on sait, c'est à l'époque des pharaons, on avait des tailleurs de pierre, des temples qui se cotisaient pour se couvrir en cas de décès. On a la même chose à l'époque d'Hammurabi, à l'époque de Babylone. On a ça aussi à l'époque de la Grèce antique. Puis on a les guildes, le prêt à la grosse aventure, etc. pour les courses maritimes au Moyen-Âge. Donc quelque part, le souci de se protéger contre les risques, c'est une donnée inhérente à toutes les collectivités, sociétés humaines. Maintenant, on assiste à un saut qualitatif, plus que quantitatif, mais déjà qualitatif, avec la naissance des probabilités, des mathématiques en termes de théorie statistique, vers le XVIIe siècle, avec Pascal, Bernoulli, etc. Toutes ces règles qui ont permis de quantifier mieux le risque et de pouvoir probabiliser. Avec aussi la gestion d'actifs, c'est des primes que l'on va mettre que l'on va placer, et par Wallace et Webster, qui étaient des pasteurs luthériens écossais au XVIIIe siècle, qui étaient aussi des brillants mathématiciens. Et là, je dirais qu'on assiste déjà cette fois à une quantification des risques qui sort simplement d'une solidarité un petit peu fruste qui existait, mais qui était un peu fruste et pas probabilisée. Ensuite, au XIXe siècle, avec l'industrialisation, de plus en plus l'assurance s'est mise en place. Et il faut savoir que, par exemple, au XIXe siècle, il y avait environ, je crois, 4 millions à 5 millions de sociétaires de mutuelles, de petites mutuelles qui étaient structurées autour de pubs anglais. Ils se cotisaient. Maintenant, on s'est rendu compte que ces petites mutuelles n'étaient pas suffisantes pour couvrir l'ensemble des sociétaires en cas de décès, d'invalidité. Il fallait étendre ça, une rupture importante sur le fin du XIXe siècle avec les règles de l'accident, les lois sur l'accident du travail, et ça s'inscrit dans une démarche d'industrialisation. Ensuite, comme l'assurance est la fille de son temps, il y a eu des évolutions d'assurance. On va dire que pour aller très très vite,
vers 1960-1970, avec l'explosion du parc automobile, l'assurance automobile s'est construite de façon de plus en plus intensive. Et puis maintenant, en Europe, on voit une sorte d'assurance qui arrive et qui s'accompagne aussi des nouvelles technologies. Et pour aller plus loin, quel regard portez-vous sur la massification de l'assurance dans nos sociétés ? Oui, alors deux choses. La massification, donc, elle a lieu dans nos pays dits riches, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Maintenant, on est arrivé à une société, comme l'exprime Robert Castel, un sociologue, des plus assurés que l'on n'ait jamais imaginé. C'est une société, il parle de société assurantielle. Et c'est vrai de la naissance jusqu'à la mort, on a tendance à dire, on est accompagné par les assurances. De sorte que c'est devenu une évidence dont on oublie la réalité, et plus un droit qu'un devoir, une contractualisation entre les citoyens et aussi les assureurs et l'État. Ça, c'est cette dimension qui apparaît maintenant, cette forme d'évidence, et ça n'est pas du tout. Et pourquoi cela n'est pas du tout une évidence ? Ça ne l'est pas du tout parce qu'en fait c'est une construction historique et politique, et que rien n'est jamais acquis dans les sociétés. Les démocraties libérales non plus ne sont jamais acquises. Donc on se retrouve avec maintenant de plus en plus de contestations par rapport à la protection sociale, par rapport à ce qu'elle couvre et ce qu'elle couvre pas, et qu'il suffit d'aller dans les pays du Sud pour mesurer que rien n'est une évidence en termes d'assurance, que rien n'est dû, et surtout que c'est une chance d'être autant assuré que nous le sommes, et espérons qu'on soit toujours bien assuré. Une question maintenant qui s'adresse à tous les deux. Pourquoi l'assurance joue selon vous un rôle fondamental dans la société ? Tout simplement parce que l'assurance protège les biens et les personnes, et qu'aujourd'hui on ne peut pas être dans une économie, je dirais qu'elle soit formelle ou informelle, parce que l'assurance côtoie aujourd'hui les deux. On ne peut pas vivre dans une économie sans protection, qu'elle soit protection sociale, protection de biens ou de personnes, et je considère que l'assurance est un socle à la fois pour l'émancipation des personnes, des entreprises, et représente pour moi une formidable capacité de protection et de prise de risque. Je pense que je me méfie beaucoup des sociétés humaines sans visage. Les visages aussi, c'est un peu de vulnérabilité. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes mortels. C'est une évidence. Je pense que c'est essentiel de s'intéresser à la vulnérabilité de soi, de son prochain, tout simplement. Je ne parle pas en termes de conviction forcément religieuse. Mais l'assurance est d'abord un réducteur de vulnérabilité. L'assurance permet aussi la libre entreprise. C'est que c'est un équilibre assez subtil entre la liberté économique, l'individu, et aussi son devoir vis-à-vis de l'autre et de sa collectivité d'un projet commun. Je pense que c'est l'assurance qui est au carrefour de cela. Merci à tous les deux. Je vous propose que nous nous retrouvions dans une seconde partie de notre émission pour tenter de comprendre la situation spécifique dans les pays du Sud.